Merci de m'avoir invité à présenter cette étude sur Raphaël Blanchard dans le cadre de l'Académie de Touraine. Un remerciement tout particulier à Jacqueline Vons, qui m'a été d'un grand secours pour la préparation de la publication que l'Académie va mettre en ligne. Le cadre dans lequel ce travail a été entrepris à l'origine était plus modeste. Elle m'avait été commandée par l'Association d'histoire locale de Saint-Christophe-sur-le-Nez, village du nord de l'Indre-et-Loire où est né Raphaël Blanchard et où il a sa sépulture. Mais mes recherches sur cet intéressant personnage m'ont entraîné assez loin dans le champ de l'histoire des sciences médicales. Il fallait trouver un cadre dans lequel ce travail serait mieux mis en valeur. C'est pourquoi je l'ai soumis à l'Académie. Cette présentation n'est qu'une esquisse de l'étude qui sera publiée sur le site de l'Académie. Je vais tenter de dégager les idées principales, mais ceux qui s'intéressent à ce sujet trouveront beaucoup plus de détails dans la publication. Est-il besoin de préciser que cette étude se veut historique, donc critique, et non pas commémorative, comme souvent les publications consacrées à Blanchard. J'ai choisi d'approfondir une phase de la carrière de ce grand médecin académicien aux compétences multiples, né en 1857 et mort en 1919. Cette phase est celle qui l'a conduit à créer en 1902 l'Institut de médecine coloniale de Paris, dont la vocation fut de former des médecins civils à la médecine dite tropicale. Cette phase correspond en gros aux 20 dernières années de sa vie. Cette partie de la carrière de Blanchard montre comment un médecin universitaire et académicien a été amené à se confronter à des mondes qui n'étaient pas universitaires, celui de la médecine exotique, qui jusqu'alors avait été largement l'apanage de la marine, et celui des lobbies coloniaux, en particulier de la puissante Union coloniale, syndicat regroupant les parties prenantes, en premier lieu les armateurs et les exploitants. J'ai suivi les diverses péripéties qui ont conduit à la création de l'Institut, puis ses premières années de fonctionnement. J'ai replacé cette création dans le contexte constitué par les trois grandes forces en présence, la faculté de médecine de Paris, les autres foyers d'enseignement de la médecine coloniale et l'Union coloniale, le puissant lobby dont l'influence était déterminante sur tous les projets en liaison avec les colonies. Les informations historiques qui ont été rassemblées dans cette étude sont des informations de première main qui proviennent en grande partie de Blanchard lui-même. Il a en effet compté par le menu toutes les étapes de la création de l'IMC, d'abord dans ses rapports des titres et travaux, notamment le troisième, celui de 1908, qui récapitule l'ensemble des faits avec beaucoup de détails, et ensuite dans les articles et notes du journal dont il fut le créateur et le rédacteur en chef, à savoir les archives de parasitologie, un journal dont la fondation remonte à 1898. Évidemment, j'ai recherché d'autres sources de l'époque relatant les mêmes faits. Je les ai trouvées notamment dans les articles de la quinzaine coloniale, l'organe de l'Union coloniale, et j'ai profité de l'étude récente d'un universitaire américain, Michael Osborne, sur la naissance de la médecine coloniale en France. L'ouvrage qu'il a publié en 2014, Emergence of Colonial Medicine in France, contient même un chapitre consacré à Blanchard. C'est en tant que parasitologiste de renom que Blanchard s'est lancé dans l'entreprise de l'IMC, puisqu'une majorité des maladies exotiques sont parasitaires ou transmises par des arthropodes. Mais Blanchard était beaucoup plus qu'un parasitologiste, et avant de le suivre sur le terrain qui constitue le cœur de mon sujet, il convient de rappeler les multiples activités et compétences de Blanchard. Ceci peut être apprécié par la distribution de ces quelques 500 articles. J'ai représenté ici très grossièrement la part relative des publications dans les différents domaines où il a travaillé. Ces catégories ne sont pas arbitraires. Ce sont celles que Blanchard a identifiées lui-même dans ses rapports des titres et travaux. On y distingue deux domaines très importants,
la zoologie systématique et l'histoire de la médecine qui sont à l'opposé. La zoologie systématique inclut d'une part un thème que Blanchard a traité toute sa vie et qui était, on pourrait le dire, sa spécialité, c'est l'étude des hirudinés ou des sangsues, mais aussi, dans le même ordre d'idées, il y a l'étude de tous les vers parasites, des insectes parasites et même de zoologie aquatique. Ce thème de la zoologie systématique doit être mis en regard de la position de Blanchard comme grand systématicien zoologiste et en particulier président du comité international de nomenclature zoologique pendant très longtemps. Donc l'autre grand thème, c'est l'histoire de la médecine, qui vient presque à égalité avec celui de la zoologie systématique. Ce thème, il a été particulièrement actif dans ce thème à partir de 1902, c'est-à-dire au moment de la fondation de la Société d'histoire de la médecine, dont il a été cofondateur. Et il faut remarquer que cette année 1902 est également celle de la naissance de l'IMC. Donc on ne traitera pas aujourd'hui dans cette séance de l'histoire de la médecine, mais ça pourrait faire l'objet d'une séance particulière. Après ces deux thèmes majeurs, vient la rubrique physiologie. Elle se rapporte aux travaux très divers que Blanchard conduisit au début de sa carrière, sous la direction notamment de Paul Bert, et qui s'applique en particulier aux invertébrés, notamment à la respiration des invertébrés. Curiosités anatomiques et pathologiques, dans cette rubrique sont regroupés des thèmes relevant de l'anatomie comparée, de la tératologie ou de ce qu'on appelait alors l'anthropologie biologique. Blanchard s'intéressait à des sujets aussi insolites et divers que les nègres pies, les femmes stéatopiges, les mamelles surnuméraires, le métissage chez les Mexicains, l'intersexualité, les géants, la chromidrose ou encore l'audition colorée. D'une manière générale, la forme d'esprit de Blanchard le portait vers l'observation du particulier, de l'insolite, y compris le plus bizarre. Parasitologie tropicale. Cette catégorie peut paraître comme un parent pauvre de la production de Blanchard en nombre de publications. Il s'agit en effet essentiellement d'articles de revue, souvent de vulgarisation, voire de propagande à destination de publics divers, avec très peu de recherche personnelle ni d'informations primaires. C'est au seuil de cette étude sur les actions de Blanchard dans le secteur de la parasitologie tropicale, on constate donc une certaine dissociation entre sa production scientifique, la nature de sa production scientifique, et l'importance de son rôle en tant qu'acteur dans le secteur de la parasitologie tropicale. Vulgarisation sanitaire, c'est une catégorie généralement négligée dans la production de Blanchard, car elle correspond à des activités qu'il a menées plutôt dans les dernières années de sa vie, ainsi que témoigne sa nomination par le ministre comme président de la Ligue sanitaire en 1914, et que les publications correspondantes n'apparaissent pas dans ses rapports des titres et travaux puisqu'elles sont antérieures. Enfin, dernière catégorie, c'est celle du régionalisme et de l'ethnographie. Je n'en dirai pas plus puisque c'est le sujet de la présentation de M. Schweitz, mais ça concerne non seulement la France et le régionalisme français, mais aussi d'autres civilisations, comme les civilisations orientales et également d'Amérique du Sud. Comment Blanchard a-t-il été progressivement intéressé à la médecine tropicale? Au départ, Blanchard était un spécialiste d'histoire naturelle, un zoologue intéressé à la classification systématique des animaux. Cette formation de base avait été acquise pour une large part en dehors de ses études de médecine, en amateur, puisqu'il fut en 1874 cofondateur de la Société zoologique de France, donc avant de soutenir sa thèse qui portait, elle, sur la respiration des invertébrés en 1880.
Cette spécialité de zoologie fut mise à profit lorsqu'il fut nommé chargé de cours de zoologie médicale à la faculté de médecine après sa thèse. Puis agrégé dans cette discipline au sein de la chaire d'histoire naturelle de la faculté, histoire naturelle médicale. La chaire dans laquelle se faisait cet enseignement s'intitulait alors chaire d'histoire naturelle médicale. Elle comprenait 2 volets, la botanique d'une part et la zoologie d'autre part. Elle concernait uniquement la première année de médecine et était entièrement détachée des études cliniques. Blanchard assurait le volet zoologie, la botanique étant assurée par le titulaire, un certain Henri Baillon. Blanchard orienta très vite son enseignement vers l'étude des agents pathogènes relevant du règne animal et aussi des vecteurs animaux d'agents pathogènes, essentiellement les arthropodes et parmi eux les insectes. Cet enseignement se concrétisa notamment par la publication en 1885 et 1890 d'un traité de zoologie médicale de référence en 2 volumes qui fait le tour du monde et valut à Blanchard une grande notoriété dès le début de sa carrière. Sa réputation de naturaliste systématicien du monde animal est attestée également par sa nomination en 1888 comme secrétaire général du premier congrès international de zoologie de Paris, fonction qu'il conservera par la suite. Cette notoriété de zoologiste médical lui valut sa nomination à l'Académie de médecine en 1894, soit à l'âge de 37 ans. Dans son enseignement, Blanchard traitait évidemment avec une attention particulière les agents pathogènes et les vecteurs arthropodes en cause dans les maladies dites tropicales ou exotiques. L'extension de l'empire colonial français en cette fin de siècle en faisait en effet des préoccupations sanitaires essentielles, donc des objets d'enseignement. C'est ce qu'atteste par exemple sa publication d'un ouvrage en collaboration avec Alphonse Lavéran, découvreur de l'argent du paludisme, le traité Les hématozoaires de l'homme et des animaux qui date de 1895. En cette année 1895 d'ailleurs, l'intégration de la zoologie médicale à l'enseignement des maladies elles-mêmes, et singulièrement des maladies tropicales, est renforcée par l'intégration des enseignements au cursus non plus de la première année de médecine, mais des 3e et 4e années. Blanchard a donc les mains plus libres pour aborder de front cet enseignement. Et c'est 2 ans plus tard, en 1897, qu'il prend la succession de Henri Baillon comme professeur de la chaire d'histoire naturelle médicale. Dans la foulée, en 1898, Blanchard crée les archives de parasitologie, périodiques regroupant les articles sur les parasites, des articles en provenance du monde entier en différentes langues et qui sont consacrés surtout à la description systématique de nouveaux parasites, plus qu'aux maladies auxquelles ils sont associés. Les archives de parasitologie seront aussi, jusqu'à sa mort, l'organe où Blanchard se donnera la liberté d'exprimer son opinion sur divers sujets dans une rubrique appelée Notes d'actualité. Cette rubrique constitue évidemment une mine pour l'historien. On remarquera que dans l'intitulé de la chaire ne figure pas le terme de parasitologie. Il était nouveau pour l'époque et la distinction d'avec la microbiologie n'était pas évidente. Ce ne fut qu'en 1906, soit 4 ans après la création de l'Institut de médecine coloniale, que l'université accepta d'introduire le terme dans l'intitulé de la chaire. Entre-temps, Blanchard avait publié un autre ouvrage majeur de son œuvre pédagogique et vulgarisatrice, Les moustiques, histoire naturelle et médicale. Pour autant, Blanchard ne peut pas être considéré comme le père de la parasitologie française, mais plutôt comme son grand-père,
comme l'a dit non sans malice Jean Théodorides, un historien de la médecine. C'est son élève, Émile Brumpt, qui peut prétendre à ce titre. Blanchard s'est en effet illustré en recherche par la description systématique de certains nouveaux parasites, la réalisation de collections, et il a été un pédagogue et un animateur incontestable. Mais Brumpt peut revendiquer ce titre de père de la parasitologie française en tant que véritable chercheur sur le pouvoir pathogène des parasites, sur leur écologie, et ceci en allant sur le terrain, c'est-à-dire dans les zones tropicales. Blanchard, que vous voyez ici dans son laboratoire à la faculté de médecine de Paris, probablement dans les années de l'IMC, avec ses collaborateurs et ses techniciens. Blanchard n'était donc pas au cœur de la médecine tropicale, mais sa position de professeur de médecine et de directeur de journal dans une discipline fortement liée à la médecine tropicale lui donnait une certaine autorité pour porter un avis sur les dispositifs de formation en médecine coloniale en France. C'est ce qu'il fit en 1899, l'année qui suivit la fondation des archives de parasitologie. Il le fit dans des 2 articles de son propre journal. Que constate-t-il? D'abord qu'en France, la formation de médecins coloniaux relève essentiellement de la marine militaire, avec l'école principale de santé navale de Bordeaux, près de la faculté de médecine de Bordeaux, qui forme à la fois les médecins de la marine et les médecins coloniaux qui ont un statut, disons, intermédiaire. Or, la France a besoin d'augmenter le nombre de médecins coloniaux civils en raison de l'extension de l'empire colonial, qui de 1871 à 1914 est passé de 1 million de kilomètres carrés à 11 millions et de 5 millions d'habitants à 50 millions. Dans son papier ou ses papiers, Blanchard décrit avec force détail le modèle anglais, avec les écoles toutes récentes de Liverpool et de Londres. La force de ces institutions, outre qu'elles sont localisées dans de très grands ports en liaison avec l'empire colonial britannique, réside dans 3 points. Premièrement, il s'agit d'établissements indépendants, financés et très généreusement par souscription publique. Deuxièmement, ils sont dirigés par des pionniers de la recherche tropicale, en l'occurrence Ronald Ross et Patrick Manson, respectivement. Et troisièmement, l'enseignement comporte une forte composante clinique autorisée par l'existence d'hôpitaux spécialisés où sont regroupés les malades en provenance des colonies. Pour Blanchard, il y aurait 2 implantations possibles pour ce qu'il appelle l'école française de médecine coloniale. Il s'agit de Marseille et d'Alger, qui, comme Londres et Liverpool, sont 2 grands ports en liaison avec l'empire colonial français. Les 2 villes disposent déjà d'écoles de médecine, dispensant un enseignement spécialisé et ayant des hôpitaux accueillant les malades des colonies. Marseille a toutefois sa préférence en 1899, car l'école de médecine projette de créer 5 chaires spécialisées, qu'il y a par ailleurs de nombreux malades exotiques, même s'ils sont encore dispersés dans divers établissements hospitaliers, et enfin que cette ville est un foyer actif des sciences dites coloniales, notamment sous l'impulsion du célèbre médecin botaniste Édouard Haeckel. Il est donc clair qu'au début de 1899, au moment de ce constat, qu'on pourrait qualifier de désintéressé, Blanchard ne voit pas une telle institution à Paris et qu'il ne se projette pas lui-même dans un rôle particulier. Comment se fait-il alors que Blanchard, dès la fin de cette même année 1899, va être directement impliqué dans le montage d'un projet à Paris même?
Si l'on suit exactement la chronologie des événements, l'initiative d'un projet de formation en médecine coloniale à Paris revient à l'Union coloniale, et en particulier à son secrétaire général, un certain Chaillibert. L'Union coloniale pourrait être définie comme le syndicat des divers intérêts coloniaux. Dans un premier temps, Chaillibert prend contact avec Brouardel, le doyen de la faculté de médecine, sans en informer apparemment Blanchard. Blanchard a cependant vent de l'affaire. Il prend alors les devants en bon opportuniste et se met en contact avec Chaillibert, lequel voit sans doute en lui un promoteur plus entreprenant que Brouardel le doyen. S'ensuit une période où le projet se met difficilement en place en raison d'une part de la rivalité entre Brouardel et Blanchard, mais aussi de l'opposition du conseil de l'université pour un institut indépendant de type anglais, de la difficulté pour identifier un hôpital spécialisé à Paris et surtout de l'échec de la souscription nationale pour financer un institut. Seule l'Union nationale a souscrit pour la somme de 51 000 francs, à quoi s'ajoute in extremis la promesse du soutien du gouvernement d'Indochine pour la somme renouvelable pendant plusieurs années de 30 000 francs. Toutes ces péripéties sont détaillées dans la publication qui sera mise en ligne. Enfin, l'Institut de médecine coloniale de Paris reçoit sa première promotion à l'automne de 1902. Loin du modèle britannique de Londres ou Liverpool que Blanchard appelait de ses vœux, il s'agit d'un institut sans locaux propres et rattaché à 3 chaires d'enseignement de la faculté de médecine. Évidemment, l'histoire naturelle médicale de Blanchard, l'hygiène, dirigée par Wurtz, et la pathologie expérimentale comparée par Chantemesse. Il y a un conseil d'administration de 6 enseignants qui gèrent l'institut, avec à sa tête le doyen Brouardel. Quant à la composante clinique, elle est minimale, avec 12 lits temporaires dans une petite structure d'accueil non originellement dédiée aux maladies. Il s'agit de l'hôpital des dames ambulancières d'Auteuil. Donc l'Institut a très peu de moyens propres, il est donc étroitement dépendant du budget de la faculté de médecine et des frais d'inscription. On peut imaginer la déception de Blanchard par rapport au modèle britannique, mais aussi déception parce qu'il n'y a pas lui-même une responsabilité à la hauteur de son engagement pendant la phase de création de l'Institut. Et puis, entre 1899 et 1902, d'autres projets de formation en médecine coloniale civile se sont mis en place en France. À Bordeaux d'abord, sous l'impulsion de Alexandre Le Dantec, qui était l'ex-répétiteur attitré de l'école principale du service de santé de la Marine, et qui devient en 1902 titulaire d'une chaire de pathologie exotique à la faculté de médecine. Le cursus de spécialisation est sanctionné par un diplôme de médecin colonial. À Marseille, ensuite, sous la houlette de Édouard Haeckel, le fameux médecin botaniste et grand animateur des sciences coloniales en France, avec la création effective des 5 chaires spécialisées à l'école de médecine qui avaient été projetées et qui ont vu le jour. Évidemment, le talon d'Achille de Marseille est qu'elle ne dispose pas encore d'une faculté de médecine et qu'elle dépend de Montpellier, de la faculté de Montpellier, pour la délivrance des diplômes. En l'occurrence, des certificats d'études médicales et d'études pharmaceutiques coloniales. Mais son grand point fort, c'est la clinique, notamment grâce au regroupement des malades dans un hôpital unique. À Paris même, enfin, avec l'Institut Pasteur, qui a créé plusieurs laboratoires de recherche sur les maladies tropicales,
notamment sur les maladies protozoaires, et qui assure dès 1889 un cours dit de microbie appliquée aux maladies tropicales, qui par sa liaison privilégiée avec l'hôpital militaire du Val-de-Grâce bénéficie d'un environnement clinique à la fois riche et permanent, et enfin qui, contrairement à l'IMC, bénéficie d'un important financement par souscription, ce qui prouve, contrairement à ce que disait Blanchard dans ses papiers, qu'il est possible en France de financer un institut indépendant par souscription publique. Voici une photo du premier cours de microbie de l'Institut Pasteur en 1889, où on voit les grands pionniers, Lavéran, Roux, Metchnikoff et Yersin, et des étudiants autour. La première promotion fut formée durant l'automne de 1902. Elle comprenait 20 élèves médecins ou en fin d'études de médecine, dont 8 étrangers, en provenance surtout d'Amérique latine. On verra que ce fut une caractéristique de cet enseignement de l'IMC de former des étrangers. Une session de 3 mois comprenant 120 cours et démonstrations dans les locaux de la faculté de médecine, donc en parasito, bactériaux et pathologie exotique. Le financement, j'en ai déjà parlé, mais il faut rappeler qu'il était très modeste, donc avec l'Union coloniale qui assurait pour 51 000 francs, et puis le gouvernement d'Indochine, 30 000 renouvelables sur 5 ans. Voici une photo du cours où l'on ne voit qu'une partie des étudiants et des formateurs. En bas à droite, Blanchard, puis Wurtz, son collègue, et Guillard, enseignant aussi, mais qui était l'élève de Blanchard. Puis à droite, le professeur Adrien Proust, collègue de Blanchard et père de Marcel, responsable de la chaire d'hygiène et membre du conseil d'administration de l'Institut à ses débuts. À sa droite, le moustachu, c'est Sambon, le fameux parasitologiste de l'école de Liverpool qui se trouvait en visite à ce moment-là. Puis voici le diplôme de médecin colonial délivré par l'Université de Paris. On notera que pendant ces premières années de fonctionnement, donc là j'ai indiqué 1902-1908, l'IMC fut très fragile dans son fonctionnement, dans son financement, et je vais essayer de dégager quelques éléments ici, en m'attachant notamment à 2 années particulièrement critiques, les années 1903 et 1907. L'année 1903 fut en effet particulièrement critique pour l'IMC comme pour Blanchard lui-même. D'abord en raison de critiques extérieures qui sont venues mettre en doute la pertinence de cette formation dans le dispositif français de formation en médecine coloniale. C'est d'abord une mission anglaise dont le rapport est publié dans le British Medical Journal et qui se demande, notamment en faisant allusion à l'ex-doyen Brouardel, je cite, « Pourquoi on a mis à la tête de l'Institut un homme qui n'a aucune compétence dans le domaine des maladies tropicales ?» C'est ensuite un dépôt de projet de loi à l'Assemblée portant sur la création d'une chaire de médecine coloniale à l'Université de Paris. Il n'y en avait en effet pas, et qui justifie cette création en remettant en cause le dispositif existant. Voici un extrait des attendus de ce projet de loi. Je cite, « Il existe bien, il est vrai, un institut colonial, mais cet institut, dû seulement à la plus louable initiative privée, donc là il faisait référence à l'Union coloniale, manque des ressources suffisantes pour remplir la mission qu'il s'est assignée, et surtout son enseignement est dépourvu de toute sanction. » Fermez les guillemets. Cette proposition de loi n'a pas eu de suite, mais elle montre que l'opinion était dubitative
quant à la capacité de l'IMC à remplir pleinement son rôle. Ensuite, et en raison de plusieurs conflits de nature scientifique alors, entre Blanchard et ses pairs, notamment ses pairs spécialistes reconnus de médecine tropicale, notamment Laveran, de l'Institut Pasteur, Chantemesse, qui était un des collègues directs de Blanchard à la faculté de médecine, et Giard, qui était un parasitologiste, qui était d'abord attaché à la faculté de médecine de Lille, puis ensuite à Paris. On a l'impression dans ces conflits que Blanchard, pour rehausser sa légitimité scientifique dans le champ très compétitif des maladies tropicales, transgresse un petit peu les règles éthiques en matière de publication scientifique. Il s'attribue en effet des découvertes que ses pairs lui contestent publiquement, soit à la Société de biologie ou à l'Académie de médecine. Ces querelles ont été relatées dans les comptes rendus des sociétés savantes et sont exposées en détail dans la publication. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin ici, mais on sent que la légitimité de Blanchard dans le champ de la recherche sur les maladies tropicales était mise en cause par certains de ses pairs et des plus influents. L'autre année terrible, c'est 1907 ou 1907-1908, c'est l'année de la mort de l'ex-doyen Brouardel, qui avait conservé la direction de l'Institut après la fin de son décanat. Et c'est aussi l'interruption, d'ailleurs inattendue, du financement par le gouvernement d'Indochine. Blanchard, notamment parce que Brouardel est mort et qu'il ne peut plus s'opposer à lui, laisse éclater son courroux dans une diatribe sans concession dans les archives de parasitologie. Selon Blanchard, Brouardel n'avait rien fait pour rechercher de nouveaux soutiens financiers. Blanchard s'attribue au passage l'initiative de la création de l'Institut, sur quoi il n'a pas tort, et rappelle que c'est lui qui avait convaincu Paul Doumer, le gouverneur général de l'Indochine, de soutenir l'Institut. En cette année 1907, la survie de l'Institut est donc remise en question, mais le gouvernement d'Indochine promet finalement de renouveler son financement, mais à hauteur de 15 000 francs seulement, c'est-à-dire la moitié de la somme antérieure. Et ce n'est pas Blanchard qui succède à Brouardel, mais un certain Ledentu, en tant que simplement doyen du conseil d'administration. Par ailleurs, on perçoit qu'il existe un malaise entre Blanchard et les spécialistes français de pathologie exotique, toujours. C'est ce que montre l'absence de Blanchard à la création de la Société de pathologie exotique, créée par Laveran en 1908. Pourtant, tous les gens qui comptent en France dans le domaine de la pathologie tropicale sont là. Il y a notamment Chantemesse, professeur d'hygiène à la faculté de médecine et collègue de Blanchard et ennemi apparemment de Blanchard, comme vice-président de la société. Giard, professeur à la Sorbonne depuis 1904, donc fameux parasitologiste, et Heim, que Blanchard était parvenu à faire évincer de la faculté en 1897 au moment du renouvellement du titulaire de la chaire. Ils sont tous les deux, donc Giard et Heim, membres titulaires. Il y a également Manson et Ross, les pionniers de la parasitologie tropicale, si admirés de Blanchard, comme membres honoraires. Alors si Blanchard n'est pas présent à la naissance de cette société importante, c'est probablement que le contentieux avec certains de ses pairs, notamment avec Laveran et Heim, n'est pas résolu. Toutefois, la défection de Blanchard ne durera pas, puisqu'il est élu membre titulaire honoraire de la société à l'Assemblée générale de l'année suivante. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas sur le terrain de la recherche sur les maladies tropicales que Blanchard tentera d'occuper le terrain, mais sur celui de la vulgarisation de haut niveau, sur ce qu'on appelait alors les sciences coloniales. Il le fit par la création de ce qu'il appela l'enseignement libre colonial, ceci pendant 4 années, de 1901 à 1905. Cette initiative de Blanchard fut soutenue au plan matériel par l'Union coloniale, toujours,
Elle consistait à réunir des conférenciers spécialistes dans différentes disciplines: histoire, géographie, culture, climat, faune et flore, maladies, et en les appliquant à l'un des territoires coloniaux. Blanchard se réservait en général les thèmes de la faune locale et des maladies. Les premières conférences sur Madagascar en 1901 et sur la Tunisie en 1902 eurent beaucoup de succès. Le grand amphithéâtre du Muséum d'histoire naturelle où elles avaient lieu était plein, mais l'affluence se réduisit notablement par la suite pour les conférences sur le Maroc en 1904 et sur l'Indochine en 1905. Faute de financement, seules les communications des deux premières conférences furent publiées, à savoir Madagascar et la Tunisie. Blanchard en fut l'éditeur. Revenons à l'IMC. Quelle fut sa pérennité et son évolution avec le temps? Nous disposons pour ce faire de deux bilans. En 1911 par Blanchard lui-même, toujours dans ses archives de parasitologie, puis en 1930 par un certain Louis Tanon, à l'occasion du Congrès colonial de Paris. Tanon était alors directeur de l'IMC. Dans le bilan rétrospectif de 1911, on apprend que 9 promotions ont été formées depuis le début, soit une par an, sans qu'il y ait eu aucune évolution dans le cursus, dans l'organisation des cours, dans les locaux, le financement. 224 étudiants ont été diplômés, dont 70% d'étrangers, notamment en provenance de Colombie et du Venezuela, une filière particulièrement abondante. Il n'est fait aucune allusion à l'enseignement clinique, ni à aucune mission de recherche en zone tropicale. Par rapport aux autres formations de médecine tropicale, l'IMC avait donc acquis cette spécialité de former de manière plutôt académique des médecins majoritairement étrangers, ceux-ci dans le cadre prestigieux de l'Université de Paris, avec des enseignements de valeur, mais sans chaire, sans direction véritable, sans clinique digne de ce nom, sans locaux ni moyens propres, sans véritable recherche de terrain. La comparaison avec les grandes institutions anglaises de Londres et de Liverpool, que Blanchard prenait comme modèle, est sans appel. L'un des déficits les plus frappants de l'IMC, au moins tant que Blanchard y sera présent, est la rareté des expéditions scientifiques dans les pays tropicaux, seul moyen de faire avancer la recherche sur les maladies parasitaires et vectorielles. Dans la période que nous étudions, rares sont les occasions où des membres de l'équipe de Blanchard ont pu être associés à des expéditions scientifiques. Ce ne sera plus le cas après quand Brümt va reprendre le flambeau. Quant à Blanchard lui-même, il s'est déplacé, certes, mais ce fut en Tunisie, en Algérie, et juste pour étudier les faunes locales en tant que naturaliste. Dans le bilan rétrospectif de 1930, on ne perçoit pas d'évolution notable dans la vocation, les objectifs pédagogiques et l'organisation de l'Institut. On dénombre 1037 diplômés, dont 42% d'étrangers, donc ça a un peu diminué. La subvention de 1901 était la même que celle de 1911, comme le note le directeur, avec ironie sans doute. C'est Brümt qui a remplacé Blanchard pour la parasito, et le conseil d'administration est toujours présidé par le doyen d'âge. Quant à la clinique, elle a été déplacée à l'hôpital Claude Bernard, sans autre précision. Au-delà de l'IMC, qui était au cœur de notre sujet, on peut essayer de tirer une conclusion plus générale sur Blanchard. Dans le domaine de la parasitologie tropicale, il fut un professeur de talent et de large audience, notamment grâce à ses ouvrages de systématique des parasites. De plus, il fut un grand vulgarisateur, un animateur toujours présent là où il se passait quelque chose. On a vu en revanche que son intégration au monde de la recherche sensu stricto sur les maladies parasitaires tropicales fut difficile, car il s'intéressa peu au processus pathologique, à la clinique, voire à l'écologie des parasites, et qu'il ne fut pas à l'origine de projets de recherche en zone tropicale.
Concernant la formation en médecine coloniale civile, il fut incontestablement le promoteur de l'IMC avec l'Union coloniale, mais il ne put jamais accéder à la responsabilité de l'Institut. Ceci à cause principalement de la routine et des lenteurs de la faculté de médecine de Paris. Mais on retiendra son échec à suivre le modèle britannique d'institut indépendant de l'université et financé entièrement sur souscription, modèle que l'Institut Pasteur avait réussi à imposer en France. En ce qui concerne l'objectif de formation en médecine coloniale civile, Marseille et Bordeaux furent les structures qui formèrent les médecins coloniaux par la suite, même si la distinction entre civils et militaires n'est pas ici toujours facile à faire. On peut dire que dans ce domaine, Blanchard fut plutôt un homme d'influence et d'initiative plutôt que de pouvoir. Ses relations avec l'Union coloniale et au sein même de l'Union coloniale, puisqu'il fut administrateur, le montrent bien. Je conclurai cet exposé en disant que Blanchard avait les limites de ses qualités et notamment de cette capacité à être sur tous les fronts en même temps, de s'intéresser à tout. L'éclectisme devenait en effet un défaut à une époque où la spécialisation commençait à devenir indispensable pour se faire un nom durable dans une discipline. On sera frappé en particulier de voir qu'il fonda la Société d'histoire de la médecine la même année que l'IMC, en 1902. Cette multiplication des sources d'intérêt, cette ubiquité, ne fut sans doute pas favorable à la parasitologie tropicale.